Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. C'était le chaos à Paris pour une paire de sneakers. Le 12 avril 2023, la marque londonienne Cortez a organisé une distribution gratuite de sa nouvelle paire en collaboration avec Nike autour de la Air Max 95. La marque n'aura eu qu'à donner une adresse et ensuite faire un jeu de piste avec ses fans pour créer l'émeute en plein milieu de Paris. Résultat, plus de 1000 fans se sont retrouvés au centre de Paris à poursuivre un bus et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Les jeunes se sont ensuite rendus au local pour acheter les fameux sneakers. Une fois sur place, les jeunes se sont précipités dans la boutique. Un mouvement de foule qui a dégénéré. 2 personnes ont été blessées. Bien que ce lancement ait été catastrophique, ça prouve au moins une chose. Cortez a une popularité monstre auprès de la nouvelle génération. C'était clairement une sorte de démonstration de force, si tu vois ce que je veux dire. C'est en quelque sorte le nouveau Suprême. En seulement 6 ans, Cortez a su s'imposer dans l'univers du streetwear en devenant la marque la plus en vue du moment. De Georgia Smith à Central Cee en passant par Drake, Cortez n'est plus cette petite marque underground de Londres portée par une poignée de Londoniens et de New-Yorkais et de Parisiens. Non, c'est une marque aujourd'hui qui est quand même établie avec près de 40 employés. Et il faut dire que l'opération qui a été faite à Paris a contribué à faire booster la popularité de la marque. Dans ce LSD, on va revenir sur tout le parcours de Clint, son fondateur, comment Cortez a été fondé, dans quel état d'esprit, en quoi cette marque est à la fois hyper moderne, hyper dans l'air du temps, mais en même temps, en quoi cette marque-là nous rappelle ce qu'était le streetwear à ses origines. Et justement, vu qu'on parle de SAP, j'ai quelque chose dont je dois te parler. Cette vidéo est sponsorisée par Vinted. C'est une application qui te permet de vendre et d'acheter des vêtements et des chaussures à des prix abordables. Mais ce n'est pas tout. Il y a une large sélection d'accessoires pour la maison, les jeux vidéo et même les vinyles. Avec Vinted, tu vas faire de la place dans ton placard en te faisant de l'argent et ça sans aucun frais de vente. L'application propose une recherche super intuitive et des filtres pour t'aider à trouver ta prochaine pépite. Lorsque tu trouves un article qui te plaît, il te suffit de le liker pour l'ajouter à tes favoris. Aujourd'hui, tout le monde a sa petite friperie, entre guillemets, et peut mettre en vente ses produits. Et ce qui fait en fait qu'il y a toutes sortes de produits. Par exemple, si tu aimes la tendance Y2K, tu vas trouver toutes sortes de produits Avirex, Eviso et compagnie. Donc, c'est vraiment une super application. Alors, à titre personnel, j'ai lancé mon propre Vinted et j'ai beaucoup de trucs à mettre en vente. J'ai besoin de faire de la place dans mon dressing. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque semaine, je mettrai en vente 5 pièces sur mon Vinted. Attention, hein, j'ai des grosses pièces, Nocta, tout ça, Suprême. Donc, restez bien à l'affût. Et une fois que tous les produits sont vendus, j'en remettrai à nouveau. Donc, suivez-moi sur mon compte Vinted. Le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. Et moi, je reprends ma vidéo. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. 2017, c'est l'année où Louis Vuitton et Suprême dévoilent leur collaboration lors du défilé de la Fashion Week de Paris. C'est à la fois une grande victoire pour le streetwear qui est enfin reconnu comme étant une composante à part entière de l'écosystème mode. En revanche, en faisant ce partenariat-là, Suprême a perdu de son essence. En fait, c'est comme si Suprême à ce moment-là avait fini le jeu, mais c'est comme si en fait la marque était rentrée dans l'establishment et c'est pas l'essence de base de la marque. On est clairement très loin de l'époque où Suprême avait été poursuivi en justice par Louis Vuitton eux-mêmes pour avoir utilisé son imprimé pour ses sapes, ou encore la fois où la marque avait été poursuivie par Calvin Klein pour avoir collé l'un de ses stickers sur leur affiche de Kate Moss en bikini, en plein dans la foule. Alors il faut comprendre qu'en 2017, un vrai shift s'opère dans le streetwear. De nombreuses marques et personnalités fortes du milieu du streetwear. Parmi elles, Dapper Dan. Alors pour ceux qui ne savent pas, Dapper Dan, c'est un couturier d'Harlem qui avait l'habitude de récupérer des pièces chez les maisons de luxe et de les customiser, de les refaire pour l'adapter au monde du streetwear et en particulier pour les personnalités afro-américaines, que ce soit les boxeurs, les rappeurs et compagnie. Eh bien, Dapper Dan est réhabilité par les grandes maisons de luxe. Il a même été embauché par Gucci et a lancé sa ligne au sein de la marque en 2017. L'année suivante, Virgil Abloh deviendra directeur artistique homme chez Louis Vuitton. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Clairement là, le streetwear s'est embourgeoisé cette année-là.
C'est un processus qui avait commencé, on va dire, vers 2011 à peu près, et qui s'est terminé, on va dire, en 2017. C'est-à-dire qu'à partir de 2017, c'est plus du tout innovant de mélanger du streetwear et du luxe. C'est quelque chose de relativement commun, et aujourd'hui, la plupart des marques de luxe vont mélanger les deux. En tout cas, les marques les plus établies. Et donc, à partir de là, un vide est laissé. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la nature a horreur du vide. Et c'est pour ça que la même année, en 2017, à Londres, plus précisément à Wembley, au nord-ouest de Londres, Clinton Ogbena, alias Clint 419, un jeune garçon d'à peine 20 ans, lance une marque du nom de Cortez. Et pour vendre ses pièces, il passe par un compte Instagram privé sur lequel il va trier à la volée les personnes qui essayent de s'abonner à son compte pour voir les produits, et il choisit comme ça à qui il va vendre ses produits. Alors là, on passe un nouveau cap dans l'exclusivité. Même sa grande sœur suprême n'allait pas aussi loin. Et dès sa création en 2017, Cortez va connaître une véritable ascension. Mais il faut savoir que Clint avait déjà fait beaucoup de chemin. Son ascension n'a pas été aussi fluide que ça. Tout commence à la All Boy Catholic School, une école privée très stricte dans laquelle Clinton Ogbena fait toute sa scolarité. Il raconte que cette école a connu à la fois le meilleur et le pire. Alors dans le meilleur, tu peux compter David Adley, le boxeur poids lourd champion de sa catégorie, qui a été dans la même école que lui. Et dans le pire, il y a des taulards. En fait, ce qu'il explique, c'est que son école était tellement stricte que tu étais soit conditionné à accomplir de grandes choses, soit à tout foutre en l'air. Parce que voilà, c'est une école qui crée des extrêmes en quelque sorte. En ce qui le concerne, Clint raconte ne jamais vraiment avoir aimé l'école. Il y allait parce qu'on lui disait d'y aller, mais c'était un petit peu le clown de la classe. So what were you getting in trouble for? Just like talking or... I was like a class clown, kind of. But yeah, I was more like a class clown. That's what I'll get in trouble for. Alors dans ce type d'école-là, la discipline est l'une des valeurs prédominantes, mais comme tu t'en doutes, la créativité, pas forcément. Et ça va beaucoup l'embêter dans son épanouissement et dans son parcours scolaire. Alors son intérêt pour la mode commence comme tout le monde à l'adolescence. Alors au départ, il n'avait pas forcément la bonne paire, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans la chambre de sa sœur, lui prendre sa paire de Warash. Donc Warash, c'était la fameuse sneaker Nike, très populaire il y a quelques années. Il est stylisé à sa manière et s'imposait. Et globalement, pour ce qui est du streetwear, eh bien, il va aimer ça. Mais par contre, ça n'a jamais été le genre de gamin à camper devant les boutiques pour avoir la dernière paire, etc., etc. Il a toujours aimé le streetwear, mais son premier réflexe, lorsqu'il voit toutes ces marques exister, et je dirais même coexister, hein, parce que pas là, Suprême et compagnie, c'est plutôt de se dire comment je peux créer ma propre version de tout ça, ma propre interprétation de ce qu'est le streetwear. Et c'est comme ça qu'il commence à avoir envie de créer. Et l'une des premières grandes étapes qui lui permettra d'atteindre cet objectif, c'est de se réunir avec des gars qu'il rencontre sur internet ou un petit peu partout dans des soirées et compagnie pour créer ce qu'on appelle un collectif. Et ce collectif s'appelle Apex. Ils ont tous entre 17 et 20 ans, ils font de la musique, des sapes, ils prennent la pose comme des modèles, ils designent. Donc un vrai collectif de créatifs. Ils font toutes sortes de choses et ils vont se réunir tous ensemble pour avoir une certaine force de frappe et se faire tous de la promotion. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un article de Pose Magazine qui parlait un petit peu justement de ce collectif-là et qui parlait du rôle de chaque membre. Et lorsqu'on arrive à Clint, il est dit à ce moment-là que c'est simplement un social guy. En gros, il n'avait pas encore lancé de projet, mais il est cool, c'est un bon. Attention, hein, les social guys, il faut pas les prendre à la légère. C'est souvent eux qui vont commencer, ils vont connaître pas mal de gens, tout ça, et le jour où ils font une soirée ou qu'ils créent une marque, eh ben, ils ont grave du monde pour venir les soutenir. Gardez ça en tête. Et d'ailleurs, il y a un autre social guy dont je dois vous parler dans quelques semaines qui a réalisé un exploit comme ça. Je dis je suis gentil, hein. C'est plusieurs exploits avec son projet. Bref, le collectif connaîtra une petite hype à Londres entre 2014 et 2016. Ils passeront du temps avec le Mob. Je parle bien sûr du A$AP Mob quand ils seront en ville. D'ailleurs, l'un des membres qui a une marque réussira même à faire porter sa casquette à A$AP Hills. Ce qui devait être un sérieux accomplissement pour des jeunes créatifs londoniens. Voyant toutes les opportunités qui se dessinent autour de lui et n'étant pas spécialement passionné par ce qu'il étudiait à l'université, Clint décide de mettre lui aussi le pied à l'étrier. Et avec un autre membre du collectif, il lance sa première marque de vêtements, Cad on the Map.
À ce moment-là, il a âgé à peu près de 19 ans, on est en 2016, et la marque connaîtra un semblant de popularité. Et franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont réussi à faire en peu de temps. Des célébrités telles que A$AP Rocky, d'après ce qui a été dit, hein, j'ai pas vu de photo, mais apparemment il aurait porté du CAD on the map, confirmé ou non ceux qui savent. Il y a eu Georgia Smith, ou encore l'influenceur Léo Mandela qui a porté la marque. Donc c'est plutôt pas mal. Pourtant, la marque disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue. Alors on ne connaît pas les raisons exactes de cette fin tragique, j'aime plus tragique, cette fin soudaine. Par contre, ce que l'on sait, Clint remonte très vite en selle pour lancer sa deuxième marque l'année suivante, c'est-à-dire en 2017. Mais cette fois-ci, seul. Alors, créer seul a ses avantages. Créer seul te permet de pouvoir vraiment exécuter ta propre vision, et si justement ça fonctionne, tu récoltes tous les lauriers. Par contre, quand ça se passe mal, eh bien tout est pour toi. La gestion de la boîte, l'argent, les galères, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose de lancer seul, et en général je conseillerais que vous soyez à plusieurs. D'accord? Ok. Ah, ça sent l'expérience. Enfin bref. On est donc en 2017, la fameuse année où Louis Vuitton et Supreme dévoilent leur collaboration lors du défilé de la Fashion Week de Paris. Le streetwear s'est donc embourgeoisé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et a perdu une part d'authenticité. En tout cas pour beaucoup. En fait aussi, ce que je pense, c'est que le streetwear est très générationnel. Supreme correspondait au Gen Z et à ma génération, la génération Y, les millennials. Et là, j'ai plutôt l'impression que les Gen Z plus jeunes et ceux d'en bas sont plutôt sur d'autres marques. Même si Supreme, attention, hein, Supreme, ça reste Supreme. Et Clint, lui, est dans les tranchées, donc il sait exactement ce qui est populaire là tout de suite. Et il explique quelque chose de très intéressant dans l'une de ses interviews, c'est que quand tu as 20 ans, eh ben, tu marketes à des gens plus jeunes que toi. Donc il était vraiment au courant de ce qui était populaire là tout de suite auprès des jeunes et ce qui était cool. Donc quand je dis des jeunes, je suis un jeune, les jeunes entre 11 ans et 16-17 ans, tu vois. Donc c'est vraiment le futur. Et justement, je pense pas qu'un Supreme ou d'autres marques d'ailleurs avaient autant de connexion avec les très jeunes. La preuve, ils essayaient déjà de toucher un public un peu plus mûr en devenant un peu plus mode. Et donc, ils créent Cortez, une marque allant à contre-courant de tout ce qui se faisait de populaire à cette époque. Quand les marques de streetwear cherchaient à être clean, tout en flirtant avec le monde du luxe, Clint, lui, faisait une marque bien grimy. Le logo de la marque est représenté par la prison d'Alcatraz, qui représente la rébellion contre les conventions. Allons donc à l'opposé des marques de streetwear à cette époque-là, qui essayaient de rentrer dans l'establishment. Alors tout en étant hyper dans l'air du temps, la marque représente un retour aux sources du streetwear. C'est-à-dire que lorsque tu regardes justement ce fameux logo d'Alcatraz, ça ne ressemble pas à un logo qui est sorti dans les années 2010. Ça ressemble à un très vieux logo. Il est bien épais et aussi très détaillé, contrairement au logo des marques streetwear des années 2010. On aurait dit un logo d'une marque sortie dans les années 90. Ce type de logo-là, c'est même des logos qui étaient faits il y a bien plus longtemps. Si tu regardes les tout premiers logos des marques comme Starbucks ou quoi, il y avait énormément de détails et c'est avec le temps que le logo a été simplifié. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les gens enregistrent très vite l'image en question et qu'ils puissent associer donc l'image au produit vendu. C'est pour ça qu'ils ont enlevé tous les détails. Et là, en fait, Cortez propose un logo hyper authentique et qui fait très vieillot. Mais il savait, lui, de son côté, qu'il y avait un retour de tout ça, étant donné qu'il est très connecté avec les kids, etc. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un compte Instagram privé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et il fait de la com qu'auprès des gens qu'il juge pertinent pour sa marque. Alors rappelle-toi, quelques années plus tôt, c'était le social guy. Il connaît des gens. Il connaît des gens qui sont quoi? Fans d'Apex, ou du moins intéressés ou amis du collectif. Et c'est des gens qui lui ressemblent. Et donc c'est auprès de ces gens-là qu'il va faire la com en priorité. Parmi ces gens-là, tu as sûrement des gens très populaires. Et d'ailleurs, il n'y a que ces gens-là qui peuvent en quelque sorte acheter chez lui. Et si tu n'es pas dans l'état d'esprit même de Cortez, il te refuse. Like, see, like, where your swag was. If it was shit, I would not accept you into the account. Alors, ce qui est impressionnant avec Clint, c'est qu'il a 20 ans et contrairement aux jeunes de son âge, en tout cas ce qu'on pourrait croire des jeunes de son âge, c'est que pour bâtir une marque, il aurait joué énormément sur la viralité, sur le fait de créer des choses fortes pour se faire remarquer et concentrer l'attention sur son compte Instagram pour ensuite vendre un maximum de produits. C'est d'ailleurs ce qui a souvent été fait ces dernières années. Lui, il s'y prend de manière complètement différente. Lui, il va croire en quelque chose d'aussi vieux que le monde. Eh bien, il s'agit du bouche à oreille. Oui, du bouche à oreille. I created my own niche because I just knew that
cool, there's like a small circle of people, and if it's like 100 people know about it, then 1,000 people, and then next thing you know, 1,000 people have got their parcel. Alors effectivement sur Instagram, lorsque tu vas voir des gens porter ce pull avec le logo d'Alcatraz, ça va t'interpeller, tu vas cliquer sur la photo et tu vas être redirigé vers un compte Instagram privé et donc ça va attirer l'attention. En fait, il n'y a pas meilleure recommandation qu'un ami qui te dit ce restaurant est top, cette marque est super fraîche, etc. Inutile de préciser que la marque fonctionne en drop et en quantité limitée. Ça va de soi. Très vite, Cortez connaît une ascension spectaculaire. Les kids s'arrachent la marque et avance rapide. On arrive à 6 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. La marque au logo d'Alcatraz est devenue le nouveau symbole de la hype. Elle a un partenariat avec Nike, plusieurs employés et Clint a même posé pour Supreme. Parce qu'il faut se dire une chose, clairement, s'il y a bien une personne aujourd'hui qui représente l'état d'esprit de la marque new-yorkaise, eh bien c'est Clint. Alors tout à l'heure je t'ai parlé de bouche à oreille, mais en intro je t'ai parlé des gros événements que Cortez mettait en place. Et c'est de ça dont je vais te parler ici. Et cette manière de communiquer, c'est en utilisant le guérilla marketing. C'est en tout cas ce à quoi ça se rapproche le plus. Alors là tu te poses la question, c'est quoi le guérilla marketing? Alors c'est une stratégie de marketing créative et non conventionnelle qui vise à promouvoir un produit, un service ou une marque en utilisant des méthodes peu coûteuses et souvent surprenantes pour attirer l'attention du public. Chez Cortez, ça donne quoi? Quand la foule était la conséquence d'une forte demande des produits suprêmes, la marque Cortez, elle, va jouer sur l'idée de créer ces foules pour faire parler d'elle. La marque donne rendez-vous en pleine rue pour proposer de nouvelles pièces gratuitement ou à des prix dérisoires pour ameuter sa communauté fidèle. Et donc, contrairement aux campagnes de marketing traditionnelles, le guérilla marketing repose sur l'ingéniosité, l'originalité et la viralité pour atteindre ses objectifs. Et c'est exactement ce qui se passe. Cortez n'a jamais dépensé un seul euro en sponsoring sur les réseaux sociaux, donc tu vois, les pubs Instagram que tu peux voir, YouTube, etc. Non, c'est pas du tout le style de la maison et tout repose sur l'ingéniosité et la viralité par la suite parce que lorsqu'il va créer ses rassemblements, ensuite, eh ben, ça va aller sur les réseaux sociaux et ça va devenir viral. Je vais te donner quelques exemples. Parmi ces opérations les plus connues du genre, tu as le cargo à 99 cents. Alors, initialement, le cargo est vendu à 142 €. Clint l'a mis à 99 cents, a donné une adresse à sa communauté via son compte Instagram. Et en faisant ça, 4000 jeunes se sont pointés pour finalement régaler à peu près 200 d'entre eux. Ce qui est pas mal, mais tu imagines bien que les 3800 autres gamins étaient vraiment déçus. Mais il a créé en fait cette foule-là qui a en fait fait réagir énormément. Et donc ça a fait énormément parler. Il y a eu des chaînes YouTube faire des vidéos entières là-dessus. Sur Instagram, pareil, ça a été diffusé massivement. Donc il y a eu une viralité. Et en plus de ça, il a déplacé des jeunes, les gens sont venus et les gens ont vu, tu vois, parce que c'est un truc public finalement. Il y a eu aussi l'opération Bolo Exchange. Alors ça a fait énormément parler. Ça a été une super opération. Alors, il envoie un message sur Twitter à tous ceux qui veulent échanger leur vieille North Face. Demain, c'est le moment de les troquer pour quelque chose qui vous tiendra plus chaud. 50 bolos seulement. En fait, lorsqu'il dit bolo, ça fait référence donc à sa nouvelle doudoune qui venait juste de sortir. C'était un moyen pour lui de faire la promotion de son nouveau modèle. Alors, ce qu'il explique, c'est que lorsqu'il a fait cette annonce sur Twitter, tu as eu tout Twitter qui a commencé à s'agiter en disant « Ouais, vas-y, qui va aller échanger sa North Face qui coûte à peu près 350 € ou pounds à peu près pour la doudoune de ce vieux gars là ?» Tu vois, bon, tu connais Twitter. Et pourtant, le jour J, une armée de kids en North Face se sont pointés pour faire l'échange. Et pour répondre aussi aux gens sur Twitter, Clint prend la pose au milieu des 50 doudous North Face, étalés au sol, en faisant un gros doigt sa mère à tous ses détracteurs. Et ces 50 doudous North Face seront donnés à une association caritative pour les sans-abri. Et donc en une opération, il a fait la promotion de son nouveau produit, donc la Bolo Jacket. Il a également positionné son produit au même prix et au même niveau qu'une North Face à 350 €. Il explique d'ailleurs qu'il n'avait pas encore fixé le prix, mais ça lui a permis tout de suite de pouvoir le faire. Et bien sûr, ça a été un gros coup de communication puisque par la suite, il y a eu énormément d'articles sur la presse, des vidéos virales sur les réseaux sociaux et tout ça pour quasiment rien. Et c'est ça la force du guérilla marketing, c'est de mettre en place ce genre d'opération là, que ça ne te coûte pas grand chose et que tu réussisses à faire parler. Par contre,
il faut aussi le dire, ça a des mauvais côtés. On a vu ce qui s'est passé à Paris avec la sortie de la Air Max 95 en avril dernier. Il y a eu des émeutes, des bagarres ou quoi. Il y a un côté très spontané dans cette manière de faire, donc on ne sait jamais vraiment comment les gens vont réagir. Et au niveau de popularité de Cortez, ça commence à devenir très compliqué de mettre en place ce genre d'événement-là parce qu'il va y avoir beaucoup de jeunes, ça se fait en plein milieu d'une ville. Il y a un effet de rareté aussi parce qu'il y a des marques qui font du guérilla marketing, mais il n'y a pas autant d'effet de rareté. C'est une autre manière de faire. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder et faire vos recherches. Un truc de dingue quand on sait que Cortez avait été attaqué en justice par le géant de Portland pour avoir utilisé un nom de marque similaire à l'un de ses modèles phares. Bon, finalement, Clint s'en est sorti avec une amende de 1891 pounds. En parlant de collaboration, Cortez est très spécifique quand il s'agit de choisir ses collaborateurs, ses partenaires. Mis à part le géant au swoosh, la marque londonienne n'a eu en partenaire que des rappeurs mêlant esthétique forte et popularité. Parmi eux, Miggs, Central C et Dave, et même Freeze Corleone. Entre la distribution de t-shirts lors de la Fashion Week 2022, le drop Air Max 95 ou encore la collab avec Shenzhen, il n'y a pas de doute que l'Hexagone est l'un des marchés prioritaires pour Cortez. Mais dans le cas de Cortez, trop d'éléments qui sont inconnus et qui peuvent conduire à des drames. Et d'ailleurs, ça a été le cas à Paris, mais ça a aussi été le cas à New York, où la marque a fait un lancement et la police a dû intervenir car il y a eu aussi une émeute là-bas. Donc le drop s'est pas ultra bien passé non plus. Donc je pense que cette stratégie-là est cool, mais elle a ses limites. Et il semblerait que Cortez soit arrivé vraiment au bout de cette stratégie-là. Alors ce qui est bien avec Cortez, c'est que c'est une marque qui nous ramène aux sources du streetwear et qu'elle prend à contre-pied les marques de streetwear de luxe en jouant justement sur le côté authentique de la rue, en faisant des drops dans des bodegas à New York. Il y a un vrai esprit de rébellion qui se perdait, qui a fait son retour avec la marque. Maintenant, est-ce que Cortez va durer? Pour l'instant, la marque touche surtout les adolescents et les jeunes adultes. Et le problème de la marque de Clint, comme toutes les marques de streetwear d'ailleurs, c'est qu'elles ont du mal à être transgénérationnelles. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que comme elles touchent un public jeune, lorsque le public grandit, le public a tendance à vouloir porter des marques un peu plus mûres. Donc ça arrive très souvent. Il y a certaines marques qui réussissent à survivre. Je pense notamment à Supreme qui continue à être populaire auprès, on va dire, de personnes qui ont la trentaine. Et le deuxième problème des marques comme Cortez, et à mon avis c'est un problème majeur, c'est que le succès de la marque va reposer sur la hype et sur le côté extrêmement limité. Et le jour où la marque essaye de grandir et essaye de vendre plus de produits, parce qu'à un moment donné, voilà, Clint va grandir et va vouloir faire des choses plus importantes, plus établies, c'est à ce moment-là que la marque va potentiellement moins marcher. Ce qui fonctionne, c'est le côté exclusif, le côté très communautaire, le côté très « Ah, tu portes ce pull, moi aussi je l'ai, on se sait ». Mais le jour où la marque veut vraiment devenir une marque à part entière qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars ou de pounds, eh bien, est-ce qu'elle réussit à le faire ou en grandissant, elle va pas mourir? À mon avis, c'est ça le plus gros challenge de Cortez sur les prochaines années. Ça va être de regarder comment Supreme a fait parce que je pense que c'est l'une des rares marques qui a réussi à jouer justement sur à la fois le côté drop, le côté hyper sélectif et le côté hyper exclusif tout en grandissant, ok? Mais c'est extrêmement dur de le faire. Il y a beaucoup de marques de streetwear, je pense notamment à Pigalle, dont on n'entend plus parler, ou Bape aussi, qui ont eu des galères pareilles parce qu'ils ont essayé de grandir. Et c'est justement pas le cas des marques de luxe. Les marques de luxe, elles, réussissent à grandir même si elles vendent de plus en plus. On verra un petit peu comment ça va avancer pour Cortez dans les prochaines années. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai pu te donner un maximum d'informations sur Cortez. N'hésite pas à me dire toi en commentaire, est-ce que tu penses que Cortez c'est une marque qui a vocation à perdurer? Est-ce que tu penses qu'elle va réussir à passer un cap? Ou est-ce que tu penses que c'est juste un effet de mode, des vêtements avec de gros logos que les kids aiment porter et qui sera amené à disparaître dans 2-3 ans quand ce sera plus hype, quand tout le monde en aura ou quand il y aura de plus en plus de faux qui va circuler? Bref, dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo mode, je vais en refaire une dans quelques semaines où justement je vais parler d'un autre entrepreneur dans la mode qui a réussi à esquiver ce problème-là. Donc restez connectés. Ceux qui aiment la mode, vous m'arrêtez souvent dans la rue ou un peu partout pour me demander de faire des vidéos comme ça. J'aime beaucoup les faire. Ça parle de business, ça parle de stratégie, ça parle de mode, donc j'aime beaucoup. Donc dites-le moi en commentaire. Il faut mettre un maximum de commentaires, au moins que je puisse exploser les commentaires sur ce type de vidéo-là pour me dire « Ah,
vous aimez bien tout ça, vous aimez bien les marques de mode et tout ça. Donc j'en referai de temps en temps et j'irai aussi dans la pop culture. Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Et n'oublie surtout pas, Vinted, j'ai lancé le mien. Le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. Va checker tout ça, abonne-toi et n'hésite pas à acheter les pièces si ça t'intéresse. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list. Là, on arrive dans les scary hours de la mailing list. Il va y avoir du très très lourd qui arrive. Donc inscrivez-vous si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, par la création, par les workshops, par les formations et compagnie. Tout est dans la description, donc inscrivez-vous. Vous recevrez un mail à peu près par semaine pour le moment. Je vais jamais vous flouder par là et il y aura de belles choses qui vont arriver. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très bientôt. Cheers!